quand les idées du siècle des Lumières débouchent sur des révolutions. Bonjour, chers amateurs d'histoire. On avait vu précédemment comment, durant les 17e et 18e siècles, les sciences avaient énormément évolué et comment ça avait eu un impact sur la façon d'appréhender le monde, sur les idées des philosophes de cette époque. C'est le fameux siècle des Lumières, le 18e siècle, où est-ce que des idées vont se développer comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion et les droits de la personne. Et donc, le fait que la monarchie n'ait pas de droit divin non plus. Alors, ces idées vont germer au sein de la population, plus particulièrement au sein de la bourgeoisie, cette nouvelle classe apparue au milieu du Moyen Âge et qui commence à prendre de plus en plus de place. Alors, c'est cette bourgeoisie, alimentée par ces idées du 18e siècle, donc les idées des Lumières, c'est donc, dis-je, cette bourgeoisie qui va mener le combat pour ébranler les structures du pouvoir royal et développer les principes d'une république. Alors, le mouvement s'amorce d'abord dans les colonies anglaises qui deviendront un jour les États-Unis et également en France où aura lieu la fameuse Révolution française. Mais éventuellement, le mouvement va se développer un peu partout autour de l'Atlantique au point où est-ce qu'on va surnommer cela la Révolution atlantique. Alors, le mouvement de la Révolution atlantique commence tout bonnement dans les 13 colonies américaines, les 13 colonies d'origine anglaise qui ont été fondées sur la façade atlantique en Amérique du Nord. Alors, d'abord, pour bien comprendre les débuts de cette révolution qu'on devrait plutôt appeler une guerre d'indépendance, alors il faut se rappeler à quoi servent les colonies qui sont fondées par les différentes puissances européennes à travers le monde. Alors, le rôle d'une colonie, aux yeux des Européens à l'époque, est de fournir des matières premières à la métropole. La métropole étant le pays qui a fondé la colonie. Et le deuxième but d'une colonie, aux yeux de la métropole toujours, c'est d'acheter les produits de la métropole. Alors pourquoi les colonies doivent acheter prioritairement les produits de la métropole? Pour encourager évidemment l'économie de celle-ci. Parce que la colonie, il ne faut jamais l'oublier, est au service de l'économie de la métropole. Alors, ce que toute métropole coloniale qui se respecte veut éviter, c'est que les colonies commencent à développer une économie diversifiée en pratiquant entre autres la transformation de produits et donc en créant des produits qui viendraient concurrencer les produits qui sont faits par la métropole elle-même. Alors, on crée des colonies non pas pour concurrencer la métropole, mais pour être au service de celle-ci. Alors donc, il y a 13 colonies fondées par l'Angleterre qui vont être situées sur le bord de l'Atlantique en Amérique du Nord. 13 colonies qui, il faut le préciser, vont être fondées par l'entreprise privée. Donc, ce ne sont pas les autorités royales qui vont fonder ces colonies, mais des compagnies et des particuliers qui décident de se lancer à l'aventure dans le but d'en tirer un profit essentiellement commercial. Mais évidemment, l'Amérique est loin et ces colonies touchent de près à l'économie du royaume. Alors, ces colonies-là vont se mettre sous la protection du roi d'Angleterre, qui a les soldats, qui a les navires, pour veiller à la protection de ces colonies. Mais évidemment, le roi ne le fera pas sans certains accords entre lui et les compagnies qui possèdent ces colonies. C'est ainsi qu'intervient la charte qui est un document qui va être signé par chacune des colonies pour s'entendre sur le peuplement et sur les règlements qui vont prévaloir au sein de chacune des colonies. Alors, quel est le rôle de la charte, donc, qui est signée entre le roi et les propriétaires de la colonie? C'est de définir les règles de la colonie. Et de façon générale, il y a plusieurs points communs qui vont ressortir dans toutes ces chartes au sein de toutes ces colonies. C'est qu'on va s'entendre, entre autres, sur les bases du gouvernement de ces colonies. Alors, il y aura au sommet le gouverneur qui, en fait, est nommé par le propriétaire de la colonie, normalement une compagnie, et qui va détenir le pouvoir exécutif. Et à ses côtés, il y aura également une assemblée élue,
mais qui sera élu donc par la population habitant sur place, alors, et qui détiendra le pouvoir législatif. Alors pourquoi on établit cette base de démocratie dans les colonies? Parce que le roi est loin, l'Angleterre est loin, on a peur que les compagnies abusent de leurs prérogatives. Alors pour s'assurer de mettre des garde-fous à cette autorité, on va confier un rôle législatif aux habitants. Et d'autre part, il y aura aussi des juges qui sont aussi élus par la population et qui vont représenter le pouvoir judiciaire. Donc, les trois pouvoirs sont représentés: exécutif avec le gouverneur, législatif avec l'Assemblée et judiciaire avec les juges. Et par la suite, ces colonies vont connaître un succès économique. Alors, un succès économique qui est dû, entre autres, au fait que le climat est beaucoup moins rigoureux dans cette région qu'en Nouvelle-France, où les conditions seront beaucoup plus difficiles. Mais d'autre part, c'est que l'Angleterre n'arrivera pas à empêcher les colons américains de diversifier leur économie. Bien sûr, des règles existeront pour contrôler l'économie, interdire les transformations de produits, interdire d'acheter d'autres produits que ceux de l'Angleterre. Néanmoins, les colons américains vont passer outre et ils ne seront pas embêtés, contraints par l'Angleterre, pour une simple et bonne raison: l'Angleterre est bien trop occupée à cette époque-là par des problèmes de guerre de religion et des querelles dynastiques. Alors, le roi d'Angleterre a bien d'autres choses à faire que d'envoyer des soldats et des douaniers surveiller régulièrement les colons américains. Alors, que va-t-il se passer? C'est que l'économie américaine prospère de plus en plus et se développe chez eux une culture de liberté et de démocratie. Liberté d'abord parce que ces gens-là vont vraiment produire les biens qu'ils veulent et tout sans être gênés par l'Angleterre ou si peu. Et d'autre part, de démocratie parce que ce sont les habitants, du moins une partie des habitants, qui élisent les membres de l'Assemblée, qui élisent les juges et qui contrôlent en partie aussi le gouverneur parce que c'est l'Assemblée qui détermine le salaire, qui paye le salaire du gouverneur. Alors celui-ci doit se montrer conciliant avec les colons s'il ne veut pas l'année suivante, lors du vote du budget, subir une baisse de salaire drastique. Alors les habitants des colonies, les hommes d'affaires principalement, mènent le jeu et de façon très large dans les colonies américaines. D'où cette culture de liberté. L'Angleterre est loin, on fait ce qu'on veut chez soi. Mais cette liberté chère aux hommes d'affaires des colonies américaines va commencer à être remise en question à partir de 1763. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est qu'on vient de terminer la guerre de 7 ans qui opposait la France à l'Angleterre, une guerre que l'Angleterre a gagnée. On a signé le traité de paix, le traité de Paris en 1763, qui voit la Nouvelle-France passer entre les mains de l'Angleterre. Donc tout semble parfait pour la suite des choses, sauf que pour les Américains, la donne va changer de façon importante. Pourquoi? Pour deux principales raisons. D'abord, c'est la fin des querelles dynastiques et des guerres pour l'Angleterre, s'amorce enfin une période de paix pour l'Angleterre. Et l'autre élément à tenir compte, c'est qu'on a depuis 1760 un nouveau roi sur le trône de l'Angleterre. Il s'agit de George III et donc il est libéré des querelles dynastiques, il est libéré des différentes guerres, alors il a désormais le temps de s'occuper des colons américains. Alors ces colons américains qui, depuis de nombreuses décennies, semblent profiter d'un vent de liberté et désobéissent à qui mieux mieux aux règlements imposés par l'Angleterre, eh bien le roi d'Angleterre se dit il est temps de mater les colons américains et d'en faire de bons citoyens britanniques, c'est-à-dire des citoyens obéissants. Alors, George III et le Parlement de Londres vont adopter un ensemble de mesures qui visent toutes à remettre un peu d'ordre hiérarchique dans l'Empire britannique. Alors, il entend réapprendre aux Américains à se comporter en bons coloniaux en empruntant deux voies principales. D'abord par la réglementation territoriale et ensuite par la taxation. Et c'est ce qui va progressivement mettre le feu aux poudres.
D'abord, au niveau de la réglementation territoriale, il faut se rappeler que les colons américains étaient extrêmement frustrés depuis longtemps d'être freinés dans leurs avancées territoriales par la Nouvelle-France qui bloquait leurs aspirations. Alors, les colons américains désiraient obtenir des terres plus à l'ouest, donc les terres de la Louisiane, propices à la culture du tabac, propices à la culture du coton. Plus au nord, on désirait avoir accès aux Grands Lacs et au trafic de la fourrure qui venait avec, en plus d'avoir un accès aux pêcheries du golfe du Saint-Laurent. Alors, une fois la France vaincue au terme de la guerre de 7 ans, les Américains, les colons américains sont extrêmement optimistes. Ils s'attendent d'avoir enfin accès à ces territoires-là. Sauf que le roi George III va leur dire non. Non, parce que il veut véritablement mater les Américains, ne pas trop leur donner de raison de se réjouir. Alors donc, le territoire qui appartenait auparavant à la Nouvelle-France, il va le confier aux nations autochtones. Pas qu'on aime tant les Autochtones à l'époque, mais il s'agit surtout de priver les colons américains de ces terres-là. Et d'autre part, en ce qui concerne le commerce de la fourrure, les Autochtones coûtent beaucoup moins cher que l'auraient coûté les commerçants américains. Bref, l'Angleterre manifeste son opposition au désir d'expansion des Américains et on comprendra la frustration de ces derniers d'avoir attendu aussi longtemps pour voir finalement les Autochtones s'emparer des territoires qu'ils croyaient les leurs. Mais le deuxième volet adopté par les autorités anglaises pour mater cet esprit d'indépendance américain, ça sera la taxation. Alors, on va vouloir taxer davantage les Américains. Il y a d'abord une raison logique derrière tout ça, du moins aux yeux du roi d'Angleterre, c'est que cette guerre de 7 ans, où est-ce qu'on avait investi beaucoup d'argent pour envahir la Nouvelle-France et en prendre possession, cette guerre a coûté très cher et aux yeux du roi, il serait normal que les colons américains en payent une partie de ces frais. Et d'autre part, il y a aussi la volonté très ferme de la part du gouvernement anglais de contrôler beaucoup mieux qu'auparavant l'économie des colonies américaines. Pour la simple et bonne raison que les colons américains, depuis un bon moment déjà, font de la transformation de produits, ils vendent à d'autres puissances européennes que les Anglais, ils vendent aux Portugais, ils vendent aux Français, donc au détriment de l'économie anglaise. D'autre part, ils achètent également des produits qui viennent d'ailleurs que l'Angleterre. Alors, des produits français, hollandais, portugais et autres. Alors donc, évidemment, aux yeux des Anglais, c'est comme une sorte de trahison, parce que le but d'une colonie n'est pas de concurrencer la métropole, comme on l'a vu précédemment, mais bien d'être au service de l'économie de la métropole. Alors pour le roi, pour le Parlement anglais, il faut que tout ça cesse. Et c'est là que le gouvernement anglais va commencer à promulguer plusieurs taxes au détriment des colons américains. Alors, dès 1763, le Parlement anglais va adopter le Sugar Act qui impose en fait des taxes au sucre, à la mélasse et au café. Et d'autre part, pour éviter que les colons américains contournent encore les règlements, l'Angleterre va envoyer ses propres douaniers protégés par sa propre armée. Alors, il n'est plus question pour les colons américains de graisser la patte de certains fonctionnaires ou d'échapper à la surveillance des soldats. Désormais, ils sont surveillés de près. D'ailleurs, les douaniers ont le droit de perquisitionner dans les entrepôts suspects, ce qui met encore plus des bâtons dans les roues des commerçants américains. Évidemment, cette politique va provoquer des réactions très vives chez les armateurs et les grands commerçants, que ce soit à Boston, à New York ou à Philadelphie. Et évidemment, ce n'est qu'une minorité d'Américains qui veulent se révolter parce qu'il faut bien prendre conscience que pour la majorité des colons américains, le fait de payer leur café plus cher ne change pas spécialement leur vie, mais cela vient nuire, réduire de façon importante les marges de profit des grands commerçants qui sont les leaders de cette société dans les colonies. Alors donc, ces leaders, ces armateurs, ces commerçants sont très déterminés à défendre leurs intérêts et ils vont inciter le peuple à la désobéissance civile. Et d'autre part, dans la foulée de ces actes,
Un autre geste va être posé par Londres, le Currency Act, qui est voté lui aussi en 1763 et qui interdit l'émission de papier-monnaie dans les colonies américaines. Alors donc, Londres veut restreindre la circulation monétaire dans les colonies. Elle veut qu'on utilise principalement l'argent anglais, ce qui est une façon comme une autre de mieux contrôler l'économie. Alors, au nord comme au sud, dans les colonies, les gens prospères sont outrés. Les armateurs et les planteurs de tabac au sud s'estiment lésés et la réaction est particulièrement vive en Virginie. Alors, en 1764, dans l'Assemblée de cette colonie, on adresse un mémoire au roi et au Parlement dans lequel on expose le point de vue de la colonie. C'est que ces mesures violent les droits et libertés des coloniaux, de leur point de vue, et d'autre part, ils considèrent que comme ils ne sont pas représentés au Parlement anglais, ils ne devraient pas être taxés. D'où le slogan universellement connu No taxation without representation. Pas de taxation sans être représenté. Mais pour ce qui est de la majorité des Américains à qui on explique le problème, le résultat est plutôt mitigé parce que, aux yeux de la population, le roi semble loin et inoffensif, mais l'élite commerciale, l'élite des hommes d'affaires continue de crier. Surtout qu'en 1765, une nouvelle loi promulguée par le Parlement anglais va s'ajouter, le fameux Stamp Act, c'est-à-dire la loi du timbre. Et cette loi stipule qu'on doit apposer un timbre sur tout document écrit circulant dans les colonies, que ce soit des revues, des journaux, des cartes à jouer, des actes notariés, des plaidoiries, des requêtes, des factures ou même les calendriers. Alors donc, c'est une forme de taxe parce que pour chacun de ces documents écrits, il faut acheter un timbre au gouvernement anglais. Donc, c'est une source de profit pour le gouvernement anglais et c'est une perte de revenus pour l'ensemble des métiers qui vivent de l'imprimerie ou qui vivent des actes notariés et ce genre de choses. Alors, l'opposition est virulente. En plus des marchands et des planteurs qui s'opposaient déjà au Sugar Act, eh bien, cette loi frappe une autre élite, celle qui sait lire. Alors, les hommes de loi, les ecclésiastiques, les imprimeurs. Alors, les principaux fonctionnaires qui sont chargés de faire appliquer la loi du timbre doivent renoncer parce que le timbre est boycotté et les manifestations des colons américains sont de plus en plus nombreuses, des manifestations colériques, évidemment. Alors, entre 1665 et 1773, de nombreuses frictions entre Américains et Anglais vont avoir lieu. Donc, déclaration de principe, boycott, manifestations et le fameux massacre de Boston. Alors, quand on parle du massacre de Boston, évidemment, il faut amener quelques nuances. Alors, lors de cette manifestation où est-ce que les soldats ont tiré sur la foule, le nombre de morts sera limité à 3 personnes, si je me rappelle bien. Donc, le mot massacre ici est peut-être un peu exagéré. On parle de tuerie de plusieurs centaines de personnes normalement quand on utilise ce terme. Néanmoins, l'image de ce massacre va être véhiculée partout, va être imprimée partout en Amérique et de ce fait, elle va contribuer à échauffer les esprits. Mais éventuellement, l'Angleterre tente de calmer le jeu, elle élimine certaines de ses taxes, question de garder des bonnes relations avec les colonies américaines. Cela dit, en 1773, une loi du Parlement britannique va relancer les affrontements. La Compagnie des Indes orientales est menacée de faillite et elle exerce des pressions sur le Parlement pour obtenir une sorte de dédommagement pour lui donner la chance de se relancer économiquement. Alors, elle demande et obtient du Parlement le monopole du thé dans tout l'Empire. Et l'effet va être le suivant, c'est que désormais, cette compagnie sera la seule à pouvoir faire le commerce du thé dans tout l'Empire britannique. Alors, évidemment, tous les commerçants américains qui faisaient le commerce du thé devront, presque du jour au lendemain, cesser cette activité. Et donc, évidemment, les commerçants américains sont révoltés. Et arrivera à partir de ce moment-là un événement très connu, donc le 16 décembre 1773, le fameux Boston Tea Party. C'est que 3 navires de la Compagnie des Indes orientales vont arriver dans le port de Boston avec une lourde cargaison de thé. Alors, évidemment, les esprits sont échauffés. La compagnie, les membres de la compagnie décident de conserver pour l'instant les caisses de thé à l'intérieur des 3 navires. Sauf que quelques jours plus tard, des gens
des manifestants déguisés en Indiens vont monter sur le navire et s'emparer de toutes les caisses de thé pour les balancer par-dessus bord. Quelques mois plus tard, une fois qu'il est mis au courant, le roi George III est en colère et veut faire châtier les Américains. Et de ce fait, dans la poursuite de cette colère, le Parlement anglais va promulguer 4 lois qui vont choquer considérablement les Américains à un point tel où ils vont surnommer ces lois les 4 lois intolérables. La première de ces lois surnommées intolérables révoquera la charte du Massachusetts, donc la colonie où a eu lieu le Boston Tea Party. Quels sont les effets de cette révocation de la charte? C'est que rappelez-vous que la charte définissait entre autres les statuts de la colonie, notamment les assemblées où les habitants avaient droit de vote. Mais là, ces assemblées n'ont plus de raison d'être vu que la charte n'existe plus. Alors, ça équivaut tout simplement à éliminer, annuler, canceller les assemblées dans la colonie du Massachusetts. Alors désormais, les habitants ont perdu leur droit de vote dans la colonie du Massachusetts. D'autre part, un climat de méfiance règne dans la colonie et les villes du Massachusetts vont être investies par les troupes britanniques. Alors, des soldats britanniques vont être maintenant présents dans ces villes et d'autre part, comme on n'a pas de place pour loger tous ces soldats, ils vont devoir être logés chez l'habitant, ce qui va contribuer à renforcer encore plus le sentiment de mécontentement au sein de la population. Et d'autre part, troisième loi intolérable, les coupables de l'infraction du Boston Tea Party, qui auraient normalement dû être jugés par les juges américains, donc dans la colonie, vont être transférés à Londres pour être jugés par des juges anglais. Parce qu'on craint du côté anglais que les juges américains fassent preuve de trop peu de tolérance, d'indulgence, et ils veulent qu'ils soient punis de façon exemplaire. Alors, cette dérogation au statut de la Charte du Massachusetts va contribuer à choquer énormément les esprits. Et la quatrième loi promulguée à cette époque par le Parlement anglais sera le fameux Acte de Québec. Alors, l'Acte de Québec concerne donc les habitants canadiens français au nord des colonies anglaises. Donc, rappelons-nous que la Nouvelle-France était tombée sous la domination anglaise. Et au début, ça avait commencé avec la proclamation royale qui date de 1763, où est-ce que on ne reconnaissait pas la religion des Français, donc les catholiques. Et donc, on enlevait toutes sortes d'influences à leurs marchands qui avaient perdu une bonne partie de leur territoire de traite de la fourrure. Or, l'acte de Québec est comme une atténuation du régime anglais sur les colons français. Il permet la pratique de la religion catholique. Il autorise le clergé catholique à percevoir la dîme, donc sa principale source de revenus. Et aussi, l'acte de Québec va étendre la frontière de la colonie jusqu'à la rivière Ohio. Donc, ce qui va faciliter beaucoup plus le travail des marchands de fourrure. Alors, autrement dit, on atténue de façon considérable le régime chez les Canadiens français. En quoi cela peut-il choquer les colons anglais? Pour la simple bonne raison que ces terres qu'on vient d'accorder aux Canadiens français, c'est-à-dire les ennemis d'autrefois, la guerre a eu lieu il y a très peu de temps, eh bien, ce sont des terres qu'on avait interdites aux colons américains. Alors, d'une part, il y a une colère vive chez les colons américains. D'autre part, on est bien conscient du côté des colons américains que si on fait preuve d'autant de mansuétude, de gentillesse envers les colons français, ce n'est pas parce qu'on les aime, mais tout simplement qu'on veut éviter que mécontents comme ils sont au lendemain de la conquête, ils se joignent à la rébellion des colons anglais. À partir du moment où les colons français vont obtenir gain de cause dans plusieurs domaines, ils vont à ce moment-là refuser de se joindre aux colons américains dans leur révolte et au grand détriment des colons américains eux-mêmes. D'autre part, il y a une crainte très vive également du côté des colons anglais par rapport à l'acte de Québec, c'est que on a peur que éventuellement les Anglais envoient des soldats dans la colonie de Québec et que cette garnison de soldats soit en mesure d'intervenir à tout moment s'il y a une rébellion du côté des Américains.
Alors, dans la foulée des 4 lois intolérables, euh, les colons américains vont commencer à se réunir, s'organiser entre eux. Et c'est ce qui va donner naissance aux 3 congrès de Philadelphie. C'est que donc un congrès réunissant au départ 56 délégués représentant 12 États, la Géorgie est pour l'instant absente. Donc, ce congrès se tient en 1774 à Philadelphie. Alors, les radicaux, pour l'instant, dont les meneurs sont du Massachusetts, sont en minorité parce que l'ensemble des gens, pour l'instant, sont modérés. Alors, les modérés vont chercher un compromis. Alors, lors de ce congrès, le premier d'entre eux, on les appelle aussi les congrès continentaux, donc, de ce congrès, vont ressortir 4 résolutions. Alors, on propose d'abord la tenue d'un congrès annuel à Philadelphie tant que durera le conflit. Donc, d'autres suivront à chaque année. D'autre part, on préconise l'envoi d'une pétition au roi d'Angleterre pour faire part des griefs des colons. Et d'autre part, on appelle au ralliement des colons canadiens. Et enfin, on appelle au boycottage des produits britanniques pour mettre de la pression sur l'économie britannique. Et d'autre part, les membres du Congrès vont réaffirmer leur loyauté à l'Angleterre et à leur roi, mais ils réclament l'égalité avec les Britanniques étant eux-mêmes de souche britannique. Le problème, c'est que ce congrès ne donnera rien à court terme, c'est-à-dire que le roi ne lira pas la pétition. La plupart des parlementaires britanniques vont rester sourds aux appels des Américains et les Canadiens ne répondront même pas aux appels des Américains. Ils vont refuser de se joindre à leur rébellion. C'est ainsi qu'un second congrès sera organisé en 1775. Alors, toujours à Philadelphie. Alors, l'esprit s'est échauffé davantage. Alors, on signe une nouvelle pétition à l'endroit du roi britannique, du roi George III. On poursuit le boycottage et, comme on est davantage courroucé, on va mettre sur pied une armée nationale qui va être financée par les 13 colonies et qui va être dirigée par le Virginien George Washington. Et comme on veut à tout prix l'appui des Canadiens, on cherche à le gagner par la force. Et c'est ainsi que les troupes américaines vont envahir le Canada et vont occuper Montréal le 13 novembre 1775. Mais face à l'hiver canadien et à la résistance de la population, les Américains vont se retirer à la fin de l'année. Donc, c'est un échec au niveau militaire. Et d'autre part, au Massachusetts, on assiste à des affrontements avec les troupes britanniques. Et de son côté, le roi d'Angleterre, George III, va déclarer les colonies en état de rébellion et il répond à la pétition en affirmant que jamais l'Angleterre ne renoncera à ses colonies, quitte à devoir utiliser les armes. Le troisième congrès s'ouvre donc à Philadelphie dans une ambiance extrêmement tendue et on va promulguer une déclaration unilatérale d'indépendance. Alors, 3 commissions sont créées, une pour rédiger la déclaration d'indépendance, une autre pour rédiger la première constitution du pays et une dernière pour élaborer une proposition d'alliance à présenter à la France et à l'Espagne. C'est dans ce contexte qu'un document majeur dans l'histoire du monde occidental sera émis, la Déclaration d'indépendance américaine. Alors, à quoi ressemble ce document? C'est un document qui s'inspire des idées des philosophes des Lumières, notamment John Locke. Alors, on émet le principe suivant dans cette déclaration, c'est que tous les hommes naissent libres et égaux et donc ils ont des droits et de ce fait, c'est le rôle des gouvernements de préserver et de protéger ces droits. Alors, si jamais un gouvernement ne réussit pas à préserver ses droits, donc s'assurer que les droits soient respectés, eh bien, le peuple a le droit formel de se débarrasser du gouvernement, en créer un autre pour que le nouveau gouvernement s'occupe de protéger les droits. Alors, donc, suite à ces principes énoncés au début du document, on énonce une liste de griefs, une énorme liste de griefs contre l'Angleterre qui n'a pas respecté ses engagements, qui n'a pas respecté la liberté des colons américains. On en beurre épais, soit dit en passant, on exagère un peu, mais l'idée est de marquer les esprits et de montrer que le roi d'Angleterre et le Parlement ont bel et bien bafoué les droits des colons. Et la conclusion vient à la toute fin du document.
comme les droits des Américains n'ont pas été respectés, ça leur donne le droit de changer de gouvernement et donc de renoncer à la couronne d'Angleterre. Donc, de ce fait, les Américains, dans ce document, déclarent unilatéralement leur indépendance face au pouvoir anglais. Pourquoi unilatéralement? Ça signifie qu'on n'a pas consulté du tout le roi anglais ou le Parlement anglais avant de prendre cette décision. Petite nuance par rapport au fait qu'on déclare que tous les hommes sont nés libres et égaux, on oublie un peu trop rapidement du côté des politiciens américains que la liberté n'est pas présente partout dans leur propre colonie, qu'il y a de nombreux esclaves d'origine africaine au sud, dans les colonies du sud, qui cultivent le tabac et le coton privés de toute liberté. Alors, quelle sera la réaction du roi George III lorsqu'il recevra une copie de cette déclaration d'indépendance? Bien, il refusera absolument de permettre aux colonies de se séparer du monde anglais, de l'Empire britannique. Alors, dès 1776, une guerre se déclare, la fameuse guerre d'indépendance américaine, donc une guerre entre les colons américains et le pouvoir anglais. Une guerre qui va se poursuivre de 1776 jusqu'en 1783. Pour dire les choses rapidement, il faut considérer que les Américains n'avaient aucune espèce de chance de réussir, dans la mesure où est-ce ils faisaient face, eux qui étaient un tout petit pays naissant, ils faisaient face à une des grandes puissances du monde. Alors donc, l'Angleterre qui avait des généraux renommés, une armée extrêmement efficace, la plus grande flotte navale au monde, alors avec un pays centralisé, avec un état-major organisé, avec une monnaie forte, une économie puissante. Alors, tous les éléments étaient en faveur de la victoire anglaise. Pourtant, ce sont les Américains qui l'ont emporté. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'Amérique était loin, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles pour les Anglais. C'est une guerre d'agression de la part des Anglais, ce qui veut dire qu'ils doivent envoyer de nombreux bateaux, de nombreux soldats à leurs frais. Donc, une guerre qui va coûter énormément cher au pouvoir anglais. Et d'autre part, comme il y a 13 colonies à conquérir avec 13 capitales à investir, évidemment, ça multiplie par 13 les coûts et les problématiques, donc pour contrôler politiquement et militairement toutes ces régions. Donc, ça va occasionner pour les Anglais beaucoup de difficultés. Et d'autre part, il faut compter aussi le fait que les Anglais vont avoir des alliés français, des alliés espagnols et hollandais, même si leur impact sera plutôt limité grâce au blocus de la flotte navale anglaise. Néanmoins, ça va jouer dans la balance. Alors, la diplomatie américaine va jouer un rôle non négligeable. D'autre part, du côté des Américains, sachant que l'armée anglaise est bien supérieure alors que l'armée américaine ne date que d'un an au début de la guerre, donc une armée inexpérimentée, on va privilégier la stratégie du coup d'épingle. Alors, on frappe par surprise les Anglais là où ils ne s'y attendent pas et on retraite aussitôt. Et si on rencontre la victoire, on va la publiciser partout dans le monde colonial pour encourager les esprits, garder le moral élevé. Alors, c'est le type de guerre que les Américains vont mener contre les Anglais. Mais qu'est-ce qui va amener les Américains à remporter cette guerre? Ce n'est pas tant la supériorité de l'armée américaine qui va prévaloir, plutôt que la lassitude des Anglais et aussi un certain travail diplomatique. C'est que du côté des Américains, on va envoyer des ambassadeurs faire du lobby auprès des marchands anglais. Rappelons-nous que depuis déjà le début de la Révolution américaine, les colons américains vont boycotter les produits anglais, ce qui va mettre beaucoup de pression sur le monde économique, le monde commercial anglais. Et donc, les commerçants anglais, après quelques années de cette guerre, commencent à se lasser de voir leurs profits péricliter. Alors, ces commerçants qui ont une influence importante dans le monde britannique vont faire de plus en plus de pression sur le Parlement anglais et éventuellement le Parlement anglais va céder et va accepter donc de signer la paix avec les colons américains pour que le commerce reprenne sur une base régulière pour ramener les profits dans le monde économique britannique.
Et donc, c'est pour des raisons essentiellement économiques que les Américains vont remporter cette grande victoire dans laquelle, finalement, le pouvoir anglais va reconnaître la validité de l'indépendance américaine. Et c'est dans ces circonstances que les États-Unis vont naître, un tout petit pays à l'origine, mais qui va gagner de plus en plus en influence. Et ce qu'il faut rappeler dans les bases de ce pays, c'est qu'on va créer, jeter les bases d'une république, d'une démocratie. Une démocratie bien imparfaite au début parce que le droit de vote n'est que censitaire, il n'est pas universel, donc ce ne sont pas tous les Américains qui ont le droit de vote, seulement les gens bien nantis. Néanmoins, on a maintenant un président qui détient le pouvoir exécutif et qui est élu par la population, ainsi qu'un congrès double avec le Sénat et la Chambre des représentants, qui va jouer son rôle législatif, et des juges qui font partie également du paysage politique des États-Unis. Alors donc, c'est une véritable république basée sur un équilibre entre les pouvoirs pour éviter que le président gagne trop de puissance ou le Congrès au contraire ou les juges. Alors, il y a tout un système qu'on appelle le système de checks and balances, c'est-à-dire donc de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif pour faire en sorte que le gouvernement des États-Unis reste stable et conforme aux idées démocratiques qu'on sous-entend dès les origines. Mais si les Américains fondent la première république moderne dans le monde occidental, il faut savoir que les États-Unis sont un petit pays éloigné à l'époque. Alors leur influence va rester relativement limitée. Cela dit, en Europe, des observateurs vont regarder de loin qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, et cette idée de démocratie, cette idée de république va faire des petits, et notamment chez l'allié français, donc chez les Français, cette idée va progresser de plus en plus.